Salut bande d'infâmes Tenix, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés avec une petite tisane pour affronter l'hiver. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est encore largement méconnu du grand public malheureusement, à savoir l'anonymat dans le tennis professionnel. Il faut savoir que les Djokovic, les Nadal, les Federer et compagnie, qui brassent des sommes absolument astronomiques dans le tennis, véhiculent justement à tort une image dorée du tennis professionnel puisque seulement 10% de l'ensemble des joueurs professionnels parviennent à vivre de leur métier, ce qui est absolument dérisoire. Il est coutume de dire que dans le top 100, tous les joueurs ont une place au soleil, financièrement parlant. Entre le top 100 et le top 200, les joueurs oscillent entre perte et gain, donc ils sont tout juste à l'équilibre, mais qu'au-delà du top 200, donc c'est un seuil symbolique, tous les joueurs basculent dans le rouge financièrement et sont déficitaires. Pour la petite anecdote, ceux qui me suivent depuis le début, ou pas d'ailleurs, j'ai été donc diplômé en journalisme il y a peu, donc cet été, et j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur la thématique justement des galériens du circuit. Ces joueurs qui arpentent les tournois futurs, donc qui est l'échelon le plus bas du tennis professionnel, aux quatre coins du globe en quête de points ATP. Donc dans le cadre de mon mémoire, je me suis rendu dans divers tournois de seconde zone, dont un en Espagne, dans un bled complètement paumé, à 1 heure au nord de Barcelone, qui s'appelle Torelló, où j'ai pu justement interviewer et rencontrer des joueurs habitués à ces tournois futurs. Vous allez voir les gars, ce sont des aventuriers de l'extrême, c'est incroyable. Dans cette vidéo, je vous ai compilé les pires galères de voyage et de tournois auxquels ces joueurs ont dû être confrontés durant leurs années dans la jungle des tournois futurs. Et vous allez voir les gars, c'est des Bear Grylls du tennis, c'est juste du grand n'importe quoi. Une fois, je suis au Chili, je vais tout seul au Chili et j'étais 280e mondial à peu près et je vais faire des gros futurs, l'équivalent des 25 000 $ aujourd'hui. Et financièrement, j'étais très court à ce moment-là et j'avais tout investi sur mon billet d'avion et je me retrouve à pas prendre l'hôtel officiel parce qu'il est trop cher, donc je vais dans un hôtel que je trouve sur internet, un truc, je paye peut-être 40 € la nuit, tu vois, sans le petit déj. Et je me retrouve dans vraiment un truc horrible où les draps n'avaient pas été changés, les serviettes pas changées, tu vois. Et je me retrouve à faire 2 semaines là, c'était à Viña del Mar, je m'en rappelle. Et j'étais le seul européen et j'arrive au club, personne ne voulait jouer avec moi, personne ne voulait s'échauffer avec moi. Donc j'ai dû m'échauffer avec le cordeur du club. Et je fais mon premier match et je suis tête de série 1 ou 2 du tournoi. Et je fais mon premier match et je perds 7-6 au 3e en ayant des crampes, tu vois, partout. Et j'ai fait un jour d'hôpital tout seul à Viña del Mar où j'étais perfusé, tu vois, pour essayer de m'hydrater, de me réhydrater parce que j'avais plus de force. Et derrière, je ne pouvais plus marcher pendant 2 jours. Je me suis retrouvé à pas sortir de ma chambre d'hôtel pendant 2 jours tout seul. Enfin, c'était vraiment un calvaire. Celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais une fois en Géorgie pour un futur. Et sur la fiche d'information du tournoi, c'était écrit tournoi futur Géorgie, hôtel, spa, resort, all inclusive. Donc on s'attendait à un truc plutôt quali, quoi. Un bon hôtel avec une piscine, c'était écrit qu'il y avait piscine et ouais, tout le confort. Et, on arrive à l'aéroport de Tbilissi, on prend un taxi, c'était un peu dans la montagne et puis on arrive sur des routes de campagne. De temps en temps on n'est même pas goudronné, il y a des trous de partout, on se dit où est-ce qu'on va là, et on est avec une équipe de 3 joueurs et on arrive là-bas, c'est une vieille maison en pierre avec, je sais pas, 15-20 chambres. Vieille maison en pierre, campagne tout autour et rien, et juste les chiens qui aboyaient aux alentours. Et on arrive là-bas, c'était le soir, puis le lendemain, la piscine, on la voit, c'était une piscine de jardin posée, avec une eau verte bien dégueulasse, qui n'a pas été traitée depuis 3 ans. Et du coup, on ne pouvait rien faire parce que c'était à environ 40 minutes de la ville, il n'y avait rien aux alentours. Et la nourriture horrible, on n'avait que du poulet et du riz pendant 2 semaines. Tomates qui étaient vertes, c'était vraiment la pire expérience de tournoi que j'ai pu avoir. Il y a 2 semaines, j'étais en Floride et je perds dernier tour de qualif. Donc je rentre, j'avais un pied-à-terre à 3 heures du tournoi. Donc je rentre, je fais ma récup, tout ça, il était 21 h je crois.
et je me connecte sur le site pour regarder les résultats des mecs par hasard. Et je vois qu'en fait, je suis lucky loser et que je joue le lendemain matin à 9 h, premier tour de tableau. Et donc voilà, c'est reparti, on refait la prépa et j'ai dû me lever du coup, j'ai dû prendre la route à 5 h du mat parce que j'avais pas envie de reprendre la route, je venais de faire 3 heures de route, j'ai décidé de dormir et j'ai décidé de me lever à 5 h du mat et de partir pour le match à 9 h. Donc voilà, C'était un soir, je marchais, j'allais dans la chambre, je longeais du coup les portes des appartes. Et tu sais, à côté de chaque porte, dehors, tu avais une chaise, donc pour se détendre. Et à un moment, je sursaute, tu vois. Et là, je vois mon pote qui était à côté, il me dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, en fait, je vois un serpent sur la chaise devant ma porte. Et donc, le serpent, il était grand. Je me suis retrouvé à 30 cm du serpent, c'était marrant. Et après, quelques jours après, la femme de ménage, elle rentre dans ma chambre, elle me demande si j'ai une boîte de balles vide. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec une boîte de balles vide? Et là, elle me dit, viens voir. Et en fait, elle me montre elle avait trouvé un gros scorpion tout noir. Et elle avait gardé dans un sort de bocal. Je sais pas ce qu'elle voulait en faire. Et voilà, elle voulait le ramener chez elle, je crois. En fait, j'étais dans les qualifications, t'as 25 000 $. Donc 25 000, c'est pas 25 000 $ pour le gagnant, c'est 25 000 répartis dans le tableau final du simple et du double pour tous les joueurs. Donc j'étais dans les qualifs et finalement il y avait un tournoi pré-qualif qui se faisait et le vainqueur avait une invitation pour le tableau final directement. Donc je me suis dit, bon, quitte à faire des matchs d'entraînement sur Paris, autant le Portugal faire des matchs. J'ai gagné 5 matchs, j'étais invité du coup dans le tableau final. Finalement il a plu 4 jours de suite non-stop, 4 jours à rien faire du tout. J'ai fait mon premier match tout de suite, alors que j'ai pas fait de points depuis 4 jours. J'ai perdu, j'ai pris 140 €, j'ai dépensé 2005 en une semaine, avec l'hôtel, le vidéaste qui était là, ses frais, etc. quoi. Donc voilà, petite anecdote niveau argent. Voilà, donc ces quelques témoignages que je vous ai partagés, malheureusement ce ne sont pas des cas isolés, mais bien une tendance, voire la normalité dans la jungle des tournois futurs. C'est à des années-lumière des projecteurs des grands chelems et des paillettes du circuit principal. C'est la partie immergée de l'iceberg du tennis mondial, mais c'est bien d'en avoir conscience à mes yeux. Pour ceux qui voudraient approfondir la thématique, je vous mets en description juste en bas de la vidéo le lien de mon mémoire de fin d'études, donc qui traite justement de la réalité économique de ces joueurs qui sont classés au-delà de la 200e place mondiale. Et je vous rassure, mon mémoire, je l'ai réalisé donc sur un site qui s'appelle Geniali, qui est un support interactif, donc il y a pas mal de choses à picorer, c'est intuitif. J'ai mêlé différents types de contenus comme des podcasts, des formats vidéo et aussi des articles écrits, donc il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, je préfère vous rassurer parce que c'est pas un mémoire bête et méchant avec 80 pages où c'est indigeste et au bout de 3 phrases on fait un malaise. Donc voilà, donc je vous mets ça pour les plus passionnés d'entre vous. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt les Tenix, n'oubliez pas de vous entraîner pour maîtriser le twinner. Salut!